Bonjour, je m'appelle Gabrielle Johnson. Je suis intervenante au Centre communautaire LGBTQ+, de Montréal, dans le programme de la Boussole, qui est pour les personnes demanderesses d'asile et immigrantes de la communauté. Donc, on est ici aujourd'hui pour parler du thème de la discrimination et du racisme vécu dans le processus d'immigration pour les personnes LGBTQ+, particulièrement lors de la demande d'asile. Donc aujourd'hui, je suis en présence de Alpha, avec qui on va discuter du thème. Donc bonjour Alpha. Bonjour, mon nom c'est Alpha Diallo et je suis là pour parler du thème discrimination contre les personnes LGBT qui sont en processus d'immigration. Et ouais, c'est à peu près ça. Super. Bien, on va peut-être faire une petite mise en contexte. Je vais donner des informations. Si tu veux rajouter quelque chose, dis-le-moi. Dans le fond, les personnes LGBTQ+, à travers le monde, ne peuvent pas vivre librement. Donc, il y a plusieurs pays, environ 70, où les relations homosexuelles, entre autres, vont être criminalisées. Puis, l'acceptation sociale est très, très difficile. C'est pourquoi l'orientation sexuelle ou l'identité de genre va être un motif pour demander l'asile au Canada, donc pour demander la protection du gouvernement. Pour être acceptées en tant que réfugiés, les personnes demanderesses d'asile doivent passer par un processus juridique qui est très long et qui inclut souvent une audience durant laquelle on va déterminer s'ils correspondent à la définition du réfugié. Donc voilà, c'est un processus et un statut qui peut donner lieu à plusieurs formes de discrimination ou d'enjeux. Donc on va en parler ensemble. Voilà. D'accord, parfait. Alpha, Ouais. une première question que j'aurais pour toi, c'est est-ce que tu peux me parler des discriminations, des difficultés que tu as pu vivre ici au Québec en relation avec ton statut d'immigration puis ton identité LGBT? Oui, bien sûr, Gabriel, il me fera un grand plaisir de te parler de mes expériences discriminatoires que j'ai eu à expérimenter au Québec. Bon, je suis arrivé au Québec en 2018. Je suis arrivé en tant que demandeur d'asile et j'ai parcouru pas mal de difficultés pour m'intégrer vis-à-vis de la communauté noire, la communauté gay et les relations juridiques et tout ce qui vient avec. Donc, premièrement, j'avais eu un travail. Je travaillais pour une entreprise, j'ai pas envie de dire le nom. Et je me suis senti vraiment discriminée à travers une de mes superviseurs vis-à-vis de mon appartenance sexuelle parce que je voulais être moi-même. Je me disais que je suis arrivée à un pays où j'ai ma liberté de vivre, je ne vais plus faire face à ces préjudices que j'ai fait face auparavant. Donc du coup, j'ai eu à avoir une situation de discrimination envers elle vis-à-vis de ma personne LGBT parce que elle m'a rejeté de son groupe quand on était en formation et on a fallu faire monter la situation en haut, qui est sur les personnes supérieures. Et bon, chance à moi, j'ai appelé mon avocat et il a voulu me représenter. Donc après, ils ont plaidé de ne pas amener la situation très loin, de laisser faire. Ils ont viré la superviseuse. Mais même à date, je me suis senti vraiment mal parce que pour moi, vis-à-vis de ma personne, ça ne définit pas mon rôle d'emploi que je joue dans l'entreprise. Donc du coup, je me disais qu'elle n'avait aucun droit de me traiter ainsi, ni traiter aucune personne ainsi, parce que, d'après tout, on a fui nos pays à cause de notre appartenance sexuelle, à cause de la discrimination, des rejets, pour venir chercher la paix du cœur, la joie de vivre, être nous-mêmes et faire face à des situations comme ça dans un milieu d'emploi, de travail.
c'est décourageant parce qu'au final, j'ai eu un peu de traumatisme et un peu de dépression concernant ça. Ouais. Ça, c'est l'une des situations que j'ai eues au Canada ici, dans le domaine de l'emploi. Et ouais. Puis, tu sais, là, je suis contente d'entendre que tu as eu la possibilité de te défendre, hein, tu n'es pas resté silencieux. Par contre, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, parfois, pour les personnes qui ont un statut précaire ici au Québec, ça peut être compliqué de dénoncer des situations comme ça. Parce qu'il y a tout le temps une peur, par exemple, du renvoi ou de comment ça va affecter mon processus d'immigration. Je ne sais pas si c'est quelque chose... Ouais. J'ai eu cette pressentiment. J'ai eu plein bon, je peux dire, de pensées qui m'ont passé la tête, me demandant si c'est pourquoi, c'est pourquoi que j'ai vraiment pas accepté d'amener le problème à aller très loin, parce que j'avais peur d'être ciblé par ciblé mal, négativement dans mon processus d'immigration ou d'avoir un problème, parce que je me disais que oui, j'étais en processus d'immigration, j'étais demandeur d'asile et j'avais peur que ça ne m'impacte négativement dans le futur et que soit on me dit oui, j'ai quitté mon pays, oui, mais je suis venu dans un autre pays, que je cherche la protection, mais je cherche des problèmes. Et aussi, je ne savais pas de quoi est-ce qu'elle était capable, si elle pouvait soit me faire du mal, n'importe comment, parce que moi, je n'étais pas informée, j'étais juste nouveau, ça faisait juste comme 3-4 mois que j'étais là. Et c'est grâce à une de mes collègues que j'étais en formation avec, qui m'a tellement aimé que j'ai pu expliquer l'histoire et qu'elle m'a dit non de vraiment me plaindre au directeur qui était là. Et, mais même à date, ils ont géré la situation à la légère parce que vis-à-vis de ma personne, et bon, je peux dire que la situation n'était pas vraiment prise en charge comme ça se devait. Okay. Ouais, et moi non plus, j'ai pas poursuivi, j'ai pas eu à amener le problème de l'avant parce que j'avais peur. Honnêtement, j'étais confus, je ne savais pas ce que j'allais faire. Oui, puis tu me disais que tu étais récemment arrivé, donc ça, c'est une situation qui arrive souvent aussi, le manque de points de repère. Donc, tu n'as pas nécessairement des gens que tu connais, un réseau social pour t'aider. Donc, ça devient compliqué si tu ne connais pas le fonctionnement de la société, de te défendre et puis de prendre en main la situation, dans le fond. Ça devient très décourageant parce qu'à Hambo, je me disais que... je suis toujours dans la même situation que j'ai quittée et pour moi, en tant que personne LGBT, que je ne dois pas faire face à des situations préjudices comme ça sans aucune raison parce que pour moi c'est de l'injustice le fait que la situation a été prise à la légère. Qui sait si elle va aller faire la même chose à une autre personne qui va être plus démoralisée que moi. Heureusement que moi, j'ai su surmonter la situation et j'ai oublié, j'ai continué mon travail parce qu'il fallait que je travaille pour me nourrir, il fallait que je travaille pour payer mes factures. C'est comme si j'étais obligé de rester là, faire face à ça, dans la peur de ne pas rencontrer une autre personne qui va me traiter pire que la manière dont elle m'a traité. Ouais. Puis là, tu nous as donné un exemple dans le domaine du travail. Est-ce qu'il y avait d'autres exemples que tu voulais nous donner, nous partager? Oui, bien sûr. J'ai expérimenté aussi le racisme à l'hôtel de ville d'Ottawa, précisément. Moi et mon partenaire, on voulait aller... vu que moi et mon copain, on avait parlé, envisagé de se marier dans le futur et tout, mais à cause de la COVID, on a retardé la date. Donc, on s'est décidé d'aller demander un permis de certificat de mariage, qui est le permis. Et vu que lui, il est ontarien, il a voulu qu'on se marie en Ottawa. Donc, on est parti. Je suis parti avec
mon papier brun, qui est, pour moi, une pièce d'identité, qui est une deuxième pièce d'identité primaire, parce qu'il nous faut avoir 2 pièces d'identité primaires. Et aussi, je suis partie avec mon permis de conduire. Donc, du coup, je suis partie, on a présenté les documents, mon copain a présenté ses documents, ses 2 pièces d'identité, j'ai présenté les miens. Et la madame, elle est partie regarder le document et elle n'était pas convaincue. Donc, c'est comme si pour elle, non, ce n'était pas une pièce d'identité. Et après, elle nous a regardé d'une manière et puis elle a demandé, quand je me suis déplacée, vu que mon mari m'a dit de l'attendre à la siège, qu'il va gérer pour ne pas que je sois frustrée et tout, elle a demandé à mon mari, est-ce que c'est ton copain? En étant venu à l'hôtel de ville pour demander un permis de mariage, 2 couples qui sont là. Et l'application est de non, mais la madame a toujours essayé de demander est-ce que c'est ton copain? Et elle a donné un propos négatif en disant do you like, est-ce que tu aimes les noirs? Ok. Mon mari était comme c'est pas tes affaires, c'est pas ton problème. Nous, on est venu chercher le permis. Ta job, c'est de nous donner le permis. Ah oui, mais malheureusement, le deuxième papier qu'il nous a donné, qui est le papier brun, n'est pas une pièce d'identité valide. On ne peut pas l'accepter. Je me suis dit, mais comment est-ce que ce soit à l'hôpital, que ce soit à l'immigration ici, que ce soit au travail, je présente mon papier brun partout comme pièce d'identité que j'ai avec moi. C'est vrai que j'ai mon extrait de naissance. Si vous voulez, je peux vous envoyer la copie. Non, on ne veut pas la copie de l'extrait de naissance, on ne veut pas ce document, on veut une pièce d'identité canadienne valide. Ok, je m'en permis. La madame, elle a refusé catégoriquement. Et ça m'a mise à penser que oui, parce que j'étais personne LGBT, gay, homosexuel, noir, venant de l'Afrique et qui est en processus d'immigration, j'ai senti le rejet d'une autre personne qui m'a jamais connue, qui ne connaît rien de moi, mais excusez-moi, j'ai senti le rejet vis-à-vis de cette dame, mais de la discrimination. Je me suis fâché contre moi, je me suis fâché contre ce système qui ne nous laisse pas se défendre, bon, je ne peux pas dire ça, le système ne nous laisse pas défendre, mais on manque de formation, on manque de ressources pour pouvoir nous défendre en faisant face à ces situations comme ça. Parce que mon copain voulait porter plainte contre la dame, mais vu que, encore une fois, je suis toujours en processus d'immigration, on nous dit toujours de ne pas commettre de crimes, de ne pas faire ça. Pour moi, des fois, on nous donne des informations à l'immigration. C'est comme si on nous dit d'accepter tout ce qui nous vient, que ce soit bien ou mal, pourvu juste qu'on ne soit pas dans un problème ou dans une situation. Et on a vraiment, nous les personnes LGBT venant de l'international, de partout d'ailleurs, qui viennent nouveaux dans ce pays, on a besoin des ressources et des chemins pour nous éduquer, nous informer et vraiment montrer quels sont nos droits et comment on peut nous défendre quand on fait face à des situations comme ça. Parce que c'est quand même blessant. Au Québec, il y a certainement une difficulté à aborder la question du racisme systémique et des discriminations. Quand on n'aborde pas une question, ça devient difficile ensuite de la régler. Donc, pour les personnes demanderesses d'asile et immigrantes LGBTQ+, ça va donner lieu à plusieurs situations où, par exemple, il va exister peu de ressources pour accompagner ces personnes-là, peu de moyens. Ils auront accès à peu de moyens pour s'éduquer, pour s'informer.
Puis ça va donner lieu à des situations dans la prestation de services où les facteurs de vulnérabilité, que ce soit la pauvreté, que ce soit les questions de santé mentale, vont pas nécessairement être toujours pris en compte ou ne seront pas connus. Donc, c'est pas possible de les prendre en compte s'ils ne sont pas connus. C'est pourquoi on essaie de travailler vraiment pour faire connaître ces enjeux-là, puis pour ensuite pouvoir mobiliser les ressources pour faire changer les choses et faire avancer les choses. Moi, j'aurais une question pour toi, Alpha. Là. Merci beaucoup de ton partage. Est-ce que tu sens que dans la société québécoise, est-ce que tu sens que on croit ton vécu, que ton identité elle est validée? Dans la société québécoise, je crois partiellement pas qu'il valide mon identité en termes personnels. Parce que quand je parle en termes personnels, en termes physiques et de mon parcours et tout, peut-être en termes judiciaires, ils peuvent dire oui, il a dit qu'il est homosexuel, qu'il est personne LGBT, c'est écrit. Peut-être ils peuvent le lire, croire à la lecture, mais en termes de mon appartenance sexuelle, je crois que c'est pas vraiment validé en tant que personne LGBT au Québec. Et je crois qu'il nous oblige à, surtout nous les personnes demandeurs d'asile ou réfugiés, à accepter qui que ce soit qu'ils sont. Il nous oblige à faire certaines démarches ou à faire certains trucs juste pour prouver qu'on est homosexuel ou on fait partie de la communauté LGBT. C'est par exemple qu'un avocat te demande « Oh, va me chercher des photos de toi et ton copain où vous embrassez, ou vous êtes ensemble, nus. » Fait que il y a tellement certaines preuves qui ne sont pas nécessaires, pas du tout vraiment nécessaires, à demander à une personne qui a subi de la séquestration, des harcèlements, de la discrimination, qui a fui, qui est déjà dans le traumatisme. Tu comprends? Qui vient juste pour chercher une protection, pour vivre heureuse et libre comme tout un chacun. Je crois que normalement, la moindre des choses que le Québec ou que le monde doit faire, c'est de l'accepter comme telle elle est et non pas chercher à valider avec elle si elle est homosexuelle ou pas. Ouais. Puis ça peut souvent donner, justement, comme tu le dis, à des demandes qui sont discriminatoires. Non, probablement que tu as déjà entendu parler de gens qui se font demander de se trouver un copain pour prouver leur orientation sexuelle ou des choses comme ça. Donc, il y a clairement une méconnaissance des enjeux LGBTQ+, au Québec. Oui, bien sûr, j'en connais. J'en ai eu un ami qui m'a une fois demandé si je ne sais pas avec qui il peut aller coucher avec, prendre des photos et pour utiliser comme preuve pour son dossier migratoire parce qu'il est demande d'asile. Et j'étais choquée qu'il me demande la question parce que je me disais, mais qu'est-ce que ça a à voir avec ton dossier d'immigration? Pourquoi est-ce que... Il me dit non, parce que c'est son avocat qui lui a demandé que, genre, ils vont lui demander des preuves comme telles. Je dis non, mais c'est pas croyable, c'est quand même injuste. C'est hors de la juridiction immigratoire qu'on demande à une personne LGBT ou homosexuelle de partir, coucher avec une personne, mettre des photos explicites comme preuve pour juste le prouver ou valider son identité sexuelle. C'est discriminatoire, surtout pour quelqu'un qui vient d'ailleurs. Vous comprenez? Parce que la personne se sent plus chez soi, se sent plus comme si elle est venue chercher un toit où vivre, comme si elle est venue chercher une maison, une famille. Parce que déjà, la personne est rejetée par sa propre famille et vient demander à se faire protéger, à avoir une nouvelle famille, une nouvelle vie. Et qu'elle ait demandé ces situations comme ça, moi, je trouve que c'est discriminant, c'est du stigma et c'est comme si c'est un autre rejet parce que c'est dur à faire déjà, une situation comme ça, et c'est déprimant. Est-ce que tu avais des recommandations, toi, Alpha? Oui, bien sûr. Moi, ce que je vais recommander aux
à la communauté LGBT, premièrement, parce que si je vais commencer par nous. Je recommande aux jeunes concernés, nous les jeunes, parce que nous sommes tous immigrants, que tu sois demandeur d'asile, réfugié accepté. Dedans, je recommande de parler-en, de partir vers les ressources, les centres communautaires, on a le CSAU, on a le centre LGBT+, de Montréal. Et vous pouvez aller en ligne sur Google, taper, vous allez trouver l'adresse et parlez-en, cherchez les ressources. Si vous avez des problèmes, parlez, parce que après, à force de trop en garder, vous allez avoir des problèmes psychologiques que moi j'ai expérimenté. Là, je suis en train de prendre des antidépresseurs parce que j'ai fini par être déprimé à force de trop me taire, à force de trop garder, d'être perdu, de ne pas avoir les bonnes ressources. Mais Dieu merci, maintenant je suis bien informé, je pars vers les ressources. Et concernant les politiciens et les personnels de droit, les juridiciens, je demande d'éduquer plus les avocats sur les preuves et les demandes qu'ils vont demander aux personnes demandeurs d'asile, surtout. Donc, c'est tout ce que j'ai à recommander.